Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier numéro de votre désormais émission L'heure de vérité. Émission politique au cours de laquelle nous donnons la parole aux politiques et autres acteurs de la société sur la marche du pays. Éditorial, reportages, chroniques et interviews vont meubler cette émission que je vais co-animer ce soir avec Romik Okilas, journaliste à DRTV. Bonsoir Romik. Bonsoir Messila. Pour ce premier plateau sont avec nous le professeur Grégoire Lefoba, qui n'est plus à présenter, et le député exaucé Ngambili Ibam. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà planté le décor. Nous allons donc démarrer cette émission avec notre éditorial, l'acte de naissance signé André Andélé. Bonsoir Messi. En règle générale et pour être en phase avec la réalité, l'élaboration de plans doit être suivie d'actions, de leur mobilisation sur le terrain. Pour ce faire, il a toujours fallu beaucoup d'engagement, de mobilisation d'énergie, des moyens matériels et humains. Beaucoup de volonté aussi et de détermination car le progrès ne tombe pas du ciel. La République du Congo a fait le pari d'aller à l'émergence. Ce noble dessein, cet objectif louable ne pourra être atteint qu'au bout de l'effort, du sacrifice, du travail. Le rôle de la presse consiste justement à stimuler ces efforts, à les susciter aussi, mais aussi à dire comment sont menées les politiques devant aider à atteindre ces objectifs de modernisation et d'industrialisation. Albert Camus soutenait d'ailleurs à juste titre que tout pays vaut souvent ce que vaut sa presse. De tout temps, téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs se souviennent de l'éditorial captivant, du reportage édifiant, du commentaire fascinant, de l'écho attrayant, du fait divers émouvant ou de l'analyse saisissante et s'en inspirent dans leur vie de tous les jours. La démarche du journaliste consiste légitimement à capter les actes qui permettent de reconstituer la vérité et de saisir le rapport délicat entre le citoyen et la réalité qui l'entoure, à proposer les grands thèmes, à susciter les grands débats, à suggérer les grandes idées et à inspirer les grandes réflexions afin que triomphe toujours l'analyse cohérente et l'information objective. Télé Congo vous propose à partir d'aujourd'hui un rendez-vous avec la vérité intitulé « L'heure de vérité ». L'heure de vérité est un espace réservé aux acteurs des secteurs divers, tous thèmes confondus, bref, à tous les débatteurs enclins à l'éclosion de la vérité. Mais de quelle vérité donc pourrait-il s'agir, puisque celle-ci, pourrait-on nous objecter, est relative et dépend de celui ou celle qui l'énonce? L'air, l'eau, la lumière, le plaisir, le bonheur, la beauté sont les dons gratuits du monde et de la vie. Chacun peut jouir de la lumière, vous avez le droit d'être heureux. La beauté est un enchantement qui transforme l'existence, mais la vérité, elle, est un devoir. Elle est combat, dissimulation, recherche, découverte, proclamation. Elle est surtout obligation. Elle est adéquation de la pensée et de la réalité, conformité du langage au monde et son histoire, inséparable de l'expression sous forme de voix ou d'écriture. Il n'y a de beauté que parce qu'il y a des hommes pour l'apercevoir. Il n'y a de vérité et de mensonge que parce qu'il y a une pensée et un langage pour la découvrir ou la dissimuler. La vérité, on le sait depuis toujours, change dans l'espace et dans le temps selon les domaines d'activité. Elle est plus ou moins sensible à la géographie et à la marche de l'histoire. Voilà pourquoi les certitudes d'hier deviennent des repères historiques dépassés par une vérité nouvelle qui sera bientôt à son tour périmée et ancienne. La vérité pendant des siècles a régné sans encombre parce qu'elle avait deux garants successifs et puissants. C'était Dieu et la science. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la science a pris ses distances d'avec Dieu. Elle ne l'a pas seulement mis de côté, elle l'a remplacé. Elle s'est même confondue avec Dieu et elle a conservé à son propre bénéfice les habitudes de certitude et d'invulnérabilité qu'elle disputait à un Dieu contesté. Pendant longtemps et jusqu'à récemment, des savants éminents et sûrs de leur vérité pensaient que la science était parvenue à son terme, qu'elle savait presque tout
de ce qu'il était possible de savoir. Or, chemin faisant, et comme peut le certifier l'actualité, la logique venait d'en prendre un coup. Cela se sent encore de nos jours. La bonne conscience, la simplicité, le confort intellectuel s'écroulent. Toute objectivité semble interdite. La réalité semble vous glisser entre les doigts. Le savoir semble bégayer. La certitude fait naufrage. La vérité devient folle. Elle vacille dans tous les domaines. Elle cède sur tous les fronts. Les arts, la politique, la justice, l'histoire, la morale, les façons d'être aussi, et jusqu'à la religion. Pourtant, je suis le chemin, la vérité et la vie, disait Jésus à ses disciples. Hélas, même pour les croyants, le chemin devient ardu et la vie difficile, parce que la vérité, visiblement, a perdu de son éclat et de son autorité, déboussolant les esprits. Heureusement, et cependant, garant de la vérité, le journaliste, lui, n'est pas à bout de souffle. Pour lui, la vérité reste un devoir. Le devoir de regarder en face une vérité qui survit malgré tous les obstacles, de la répandre autour de lui et au-delà, au lieu de la déformer et de la dissimuler. Il faut toujours l'exprimer et adhérer à la formule célèbre, à la phrase si belle de Platon, je cite, « Il faut aller à la vérité de toute son âme », fin de citation. L'heure de vérité a sonné. Alors, Messie joue comme Messie pour nous conduire à la vérité. Merci André pour ce magnifique éditorial qui donne donc le coup d'envoi de cette émission, si on peut s'exprimer ainsi. Actualité oblige, nous parlerons ce soir de la pose cet après-midi de la première pierre de construction de la route d'Olizi-Kibangou par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. Professeur, vous avez certainement suivi dans l'après-midi, puisque cette activité a été retransmise en direct sur Télé Congo. Le chef de l'État a procédé cet après-midi à la pose de la première pierre de construction de la route d'Olizi-Kibangou et à l'inauguration du pont sur la Louvakou. Quel sens donnez-vous déjà à ce acte? N'est-ce pas là une opération de charme à quelques semaines de la présidentielle? Non. Déjà, je vous remercie infiniment pour cette invitation qui inaugure une nouvelle émission intitulée L'heure de vérité. Et la glose qui a été faite tout à l'heure par votre directeur général sur la vérité est une garantie pour notre équilibre mental et moral. Ceci étant, je ne peux pas croire qu'un chef d'État qui a encore plus de 47 jours de responsabilité présidentielle puisse faire absolument un charme. Cela découle certainement ou dérive du programme pour lequel il a été élu en 2016. Symbolique, oui, parce que je crois que dans sa vie personnelle, la traversée du royaume d'enfance le contraint à aller vers des actions de ce genre, notamment la route. Vous savez très bien les écrits, puisqu'il a fait référence au siècle des Lumières, Rousseau sur le commerce. Et pour Rousseau, le commerce doit intégrer les routes parce qu'à partir du commerce et des routes, il y a la paix. Aucun commerçant n'aime le désordre. Le fait à Kibangou, faire la route est un élément important. Malheureusement, pour que la route soit rentable, il faut qu'il y ait la production. Et la production conduit à l'exercice du commerce dont parlait Rousseau. Vous connaissez bien l'homme, le président Denis Sassou Nguesso, parce que vous avez travaillé avec lui. Et vous suivez le cours des événements politiques de notre pays. Pourquoi avoir choisi ce moment? C'est vrai, il y a un calendrier bien établi pour ce faire. Il y a son plan de développement du pays. Que penserait le souverain primaire ou bien l'opinion, professeur, à ce sujet? Vous pensez qu'il y a une ambiguïté, mais le segment de temps qui est imparti, c'est-à-dire accordé à son mandat, prendra fin
officiellement le 21 mars. Et vous savez très bien que ce qui s'est passé aux États-Unis, le président a été élu le 4 novembre, je crois, jusqu'au 20 janvier, il a pris des actes solennels aux États-Unis. Maintenant, on peut avoir cette intuition d'imaginer que c'est une opération de charme. C'est parce que nous sommes encore des sociétés à la fois faibles, qui ne sont pas liées au temps. Mais on a toujours cette duplicité dans le jugement. Maintenant, je vais revenir à la question essentielle qui est fondamentale pourquoi avoir fait cela. Je parle du royaume d'enfance parce que je crois qu'il est arrivé à Dolisie à 12 ou 13 ans et qu'il pose sa candidature dans cette région. Je crois qu'il y a une relation à la fois symbolique et même métaphysique avec son enfance. On ne parle pas encore de candidature, professeur, on reste sur le sens de ce geste. D'avoir... écoutez, moi je ne peux pas commenter l'acte d'un chef d'État qui a son programme, le programme qui prévoyait la construction d'une route et qui vient d'une... Il aurait fait ça 2 ans avant, on n'aurait pas posé cette question. Je pense que le monde est dans l'incertitude à cause des préjugés. Mais là, ce préjugé, précisément, il est juste parce que dans 40 jours, à peu près, ou bien un peu plus, il y aura l'élection. Donc je pense que faire une glose particulière sur cet élément me paraît être un épiphénomène. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de savoir, est-ce que dans le programme pour lequel il avait été choisi par les Congolais, en 2016, prévoyait cette route? Si ce programme ne le prévoyait pas, et qu'au niveau de la sous-région, de la coopération sous-régionale, il a été prévu cette route qui va jusqu'à la frontière, effectivement, il a accompli son programme. Il pouvait même le faire le dernier jour. Il n'aurait pas été candidat quand vous ne m'aurez pas posé cette question. C'est pourquoi ça me paraît un épiphénomène. Dans la construction, dans la conduite des affaires de l'État, le temps est un segment. C'est-à-dire qu'on peut mathématiquement dire c'est un intervalle ouvert et fermé. Or, il sera fermé le 21, le jour de l'élection. Donc, en ce moment, il aurait pu déclarer sa candidature le dernier. On n'aurait pas posé cette question. Peut-être que s'il avait dit qu'il ne serait pas candidat, vous n'aurez pas posé cette question. Donc, moi, je crois que c'est un épiphénomène. On va parler de l'intérêt de cette route, la route Dolisie-Kibangu. Quel est l'intérêt pour vous de construire une telle route? La route est un facteur de développement. Dit-on, la route du développement passe par le développement de la route. Je l'ai dit tantôt, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République, a mis le Congo en chantier depuis cela plus de 2 décennies. Le Congo est en chantier. Je disais aussi que le prodige, ce n'est pas de commencer, mais de persévérer. Et le président Denis Sassou Nguesso, c'est ce prodige congolais qui reste constant. Et la pose de la première pierre de la route Dolisie-Kibangu, frontière avec le Gabon, nous révèle, une fois de plus, la constance de l'homme. À travers cette route, premièrement, on va dire que le président, avec autour de cette route, un peu tout ce qui a déjà été fait, le président est en train de réaliser, là, le rêve des anciens chefs d'État. Le rêve des grands panafricanistes qui ont toujours voulu voir l'Afrique être intégrée de façon physique. Ce n'est pas la première. Le président de la République a vaincu le Mayon, ce qui est un rêve pour plusieurs chefs d'État. Lui, il l'a vaincu. Le président de la République aujourd'hui, à travers cette grande vision sur les infrastructures, a réussi à connecter le Congo à toutes ses frontières. Nous sommes connectés avec l'Angola, nous sommes connectés avec le Cameroun, avec la RCA, avec la RDC par la voie fluviale et bientôt à travers le projet Pont-Route-Rail. Et cela à mettre à l'actif de ce grand panafricaniste. Deuxièmement, la route
du point de vue économique, revêt une importance capitale. La route permet le transport facile des biens et services. Et cela permet l'approvisionnement de nos zones et surtout des grandes villes, permettant ainsi à lutter contre la vie chère. Je l'ai dit au début de mes propos, que le président de la République, dans sa constance, ce qu'il fait, c'est parce qu'il a réussi quelque chose de formidable, mettre l'homme au cœur de ses actions. Le président, il travaille sur l'homme à double dimension, je l'ai dit. La dimension physique, la dimension matérielle et la dimension immatérielle. Sur la dimension matérielle, c'est tout ce que nous voyons. Le développement, ce qui explique la nécessité du développement, c'est parce que l'homme existe. On construit les hôpitaux pour que l'homme se soigne. Les écoles, c'est pour que l'homme aille à l'école. Les routes pour que l'homme se transporte. Et donc, cette route de plus n'est que la bienvenue. Vous avez vu d'ailleurs comment est-ce que les populations de Dolisie en particulier, et celles du Niaga en général, étaient en liesse. Parce que cela concourt réellement au bien-être, sinon au mieux-être des Congolais. Professeur Grégoire Lefauba, l'intérêt de cette route sur le plan local, national et même sous-régional? D'abord, il faut parler de manière graduelle au plan national et sous-régional. Déjà, la route, elle permet de produire, de commercer et de partager. Ça, c'est l'intérêt de la route. Vous savez, le plan quinquennal 82-86, je pense, avait pour ambition essentielle la conquête de l'espace national. Conquérir un espace, cela suppose créer des infrastructures. Je suis heureux de parler de ce sujet parce que j'ai été particulièrement ému en 1983 quand j'étais en vacances, étudiant par ailleurs. Je suis allé en vacances où j'ai fait de Brazzaville, au lieu où j'allais, Makwa, Kédétoumbi, le même jour. Je suis en face de quelqu'un qui est né autour des années 90, qui ne peut pas comprendre précisément le sens de la route, parce que lui, il voit la route, il voit le goudron, il devient plus exigeant quand il y a des nids de poules. Et c'est la première fois où je rentrais dans un véhicule, habillé comme je le suis, au moins à Forossé, c'est-à-dire au Wando. Donc je suis très ému de parler de cette question. Donc avant, vous ne le faisiez pas? Écoutez, même quand vous lisez son propre livre, Le Mangué et la souris, nous quittions, parce que j'ai fait le lycée au début des années 70, donc le Congo avait à peine 10 ans. Pour quitter Makwa jusqu'à Brazzaville, nous on passait, quand vous aviez la chance, c'est 4 jours ou 5 jours. C'était l'anecdote que j'ai suivie à Makwa quand j'étais au lycée. Il y a un professeur français qui était un coopérant, qui a fait la route Brazzaville-Makwa. À la fin, on lui demande de payer la place. Il dit, je n'avais pas de place puisque j'étais sur la carrosserie. Ça veut tout dire. Donc, pour moi, c'est un événement parce qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter, je dis bien, vous pouvez quitter Pointe-Noire jusqu'à Soanké. Si votre véhicule est climatisé, vous serez tel que je suis habillé. Pour la jeune génération, ça ne leur dit rien. Et pour moi, j'insiste, et pour cela, c'est peut-être la deuxième fois que je parviens à le dire en public, il faut faire un musée de la route à Yé, là où il y a la jonction. Parce que lorsqu'on parle de la liaison physique, ça paraît des mots. Un musée de la route. C'est-à-dire qu'on doit voir ce qu'on a fait avant. Je pense qu'il y a un bilan qui a été fait sous la colonisation et après, jusqu'à ce que les Français ne partent, nous n'étions pas à plus de 100 km de route bitumée. Or, le but de l'histoire, c'est de laisser des segments pour que les jeunes générations, devenant plus vertueuses, comprennent ce qu'on aura fait et ainsi on mériterait du genre humain au plan universel. Mais pour le Congo, pour que les jeunes gens, celui qui est en face de moi, comprennent l'effort qui a été fait, parce que le progrès
est naturellement cumulatif. Il faut entrevoir un musée de la route au Congo parce que pour ma génération, c'est impensable. Pour vous trois, ça ne vaudrait absolument rien dire. Même lorsqu'on a fait la route du Nord à l'époque, certains politiques disaient que c'était inutile parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Vous voyez quelle hérésie. Je ne vais pas citer ceux qui avaient pour sujet ou bien leur avis. Je pense qu'ils étaient dépassés par la compréhension parce que sans la route, comme disait le député tout à l'heure, le développement ne peut pas être entrevu. Mais je dis, comme l'écrivait déjà Rousseau, la route permet de produire, de commercer, de partager. Et ainsi donc, il y a la solidarité. Si vous construisez les routes, aujourd'hui, le président a mis tout le monde au pied du mur, les paysans. Moi, j'étais en responsabilité il y a quelques années. On disait que nous produisons, mais il n'y a pas de route pour écouler. Il n'y a plus de prétexte. Au même moment, nous avons des organisations de dialogue des femmes, de la jeunesse. Il faut créer des organisations paysannes dans chaque région et responsabiliser chaque région pour une production particulière. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire à partir du moment où il y aura l'émulation entre les régions et la route sera productive. Autrement dit, ça sera la route de luxe pour ceux qui ont des véhicules pour faire de la villégiature. S'il n'y a pas de production, c'est des milliards d'argent dépensés pour rien. Parce que vous ne pouvez pas parler de la modernisation, de l'industrialisation si vous ne produisez pas. Et donc, le route aujourd'hui, ce qu'il a fait, parce que chaque génération doit avoir un problème à résoudre. Je crois qu'il a eu la relation avec son histoire personnelle, de quitter Forossé pour aller à Dolisie. Il a dû en baver et il est arrivé après. Parce que, enfin, vous avez dit que je le connaissais, mais on ne connaît jamais un président. Mais il me semble que lorsqu'il a décidé de prendre une décision, il ne s'arrête plus. Il hésite souvent parce qu'il veut tenir compte de points positifs et négatifs. Mais ce qui est curieux, c'est que les faits historiques sont changeants. Le Congo n'est pas resté statique sur le besoin, je crois, de la route. Ah, bien sûr. On est resté accroché. Ouais, non, enfin, là, c'est la responsabilité. Quand on est en responsabilité d'État, on doit avoir une vision. Or, la vision est donnée par les leaders, par les chefs. L'État a cette mission d'unifier le pays. Et on ne peut pas unifier le pays par les mots. On unifie le pays par la route. Pour aller même au champ, il faut une piste. Vous voyez la symbolique. Pour aller au champ, il faut la route. Or là, c'est un moyen d'unifier. Parce que le pays est assis sur trois réalités. La réalité fluviale, la réalité du rail, la réalité du sol et la réalité de l'air. Alors, nous avons, je crois que maintenant, on est convaincu qu'on peut quitter le Mayombe jusqu'à Soanké. Mais il faut maintenant, aujourd'hui, tourner le dos peut-être pas à la route, faire que le boulevard que nous avons hérité de la nature, le fleuve Congo, soit rentable. Il faut qu'à chaque 100 km, qu'il y ait une station fluviale pour faire la pêche et pour nourrir Brazzaville. Nous avons des atouts énormes pour commercer avec Kinshasa. Vous voyez un peu à gauche, à l'est du Congo, nous avons la même population allogène de l'Équateur jusqu'au Bas-Congo. Et de l'autre côté, à l'ouest, les mêmes populations, il y a au moins 17 ethnies qui sont les mêmes que le Gabon. À l'est, exactement la même chose. Donc nous sommes un pays carrefour, comme on le dit. On le disait transit, mais c'est un pays carrefour de la réalité bantou au sein de l'Afrique centrale. Avant de poursuivre notre entretien, professeur, nous allons d'abord suivre ce reportage sur la cérémonie de pose de la première pierre de construction de la route Dolisie-Kibango, couplée à l'inauguration du pont Louvako. Reportage. En provenance de Dolisie se pose sur le sol de Kibango pour le lancement des travaux de construction de la route reliant Dolisie à Kibango, longue de 83 km. Deux temps forts ont ponctué cette cérémonie. Le premier a été celui des allocutions. Premier à prendre la parole, le préfet du département du Niari, baron Frédéric Bouzok, lequel, au nom de la population du département du Niari, a souhaité la bienvenue au couple présidentiel
dans cette localité, dont il est le premier chef de l'État à fouler le sol. Ensuite, Antoine Thioyer, représentant de la Banque africaine de développement au Congo, a fait état de la participation de la BAD dans ce projet d'intégration sous-régionale et a assuré du soutien de cette institution bancaire pour la poursuite de ce projet intégrateur. Troisième intervenant, Mme Marie-Thérèse Chantal Foula, commissaire de la CEAC en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Au cours de son intervention, elle a transmis au président de la République Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les salutations de Gilberto da Piedade, secrétaire général de la communauté, avant de faire un compte-rendu détaillé des travaux entrepris visant le maillage de la sous-région Afrique centrale en infrastructures routières bitumées, ainsi que l'importance et l'impact positif que ce maillage aura sur l'économie de la sous-région. Jean-Jacques Bouya, quant à lui, a donné les détails techniques des travaux de cette route qui reliera Dolisie à Kibongou dans un premier temps, ensuite le Congo au Gabon. Fruit de la coopération multilatérale, le Congo et la Banque africaine de développement, la route Dolisie-Ndende d'environ 272 km entre le Congo et le Gabon. Elle s'exécute en 2 lots par la société Chana Road and Bridge Corporation, CRBC, sous le contrôle de la société Conseil, Ingénierie et Recherche appliquée SIRA, au terme d'un appel d'offres international. En continu et de bout en bout, les gabarits et la consistance de la route présentent une chaussée souple, celle de 2 x 3,50 mètres, c'est-à-dire 7 mètres de large, avec des accotements de 2 x 2,25 mètres, d'accotements en section courante, c'est-à-dire en rase campagne, et 2 x 3 en agglomération. Effectivement, cette chaussée est assise sur 25 cm de grave latéritique naturelle, 15 cm de grave latéritique de couche de fondation, 20 cm de tout venant concassé de couche de base, 5 cm de béton bitumineux de revêtement. Dans son trajet, la route traverse 2 rivières par 2 ouvrages d'art. La Louvakou avec 54 mètres linéaires 60, le Niari, là où nous sommes, avec 354 mètres linéaires 97, deuxième du pays par sa longueur, enjambant un cours d'eau, après évidemment celui du Kwilu. Enfin, le ministre Émile Wosso de l'équipement et de l'entretien routier a rappelé les objectifs déterminés par la CEAC sur la libre circulation des biens et personnes entre les capitales et a fait le bilan des travaux menés lors de ces 20 dernières années. Après cet état des lieux, le ministre Émile Wosso a invité le président de la République Denis Sassou Nguesso à accomplir le geste symbolique marquant le lancement officiel des travaux de construction de la route Dolisie-Kibongou. Nous poursuivons notre entretien. Honorable, le professeur Grégoire Lefroba a dit tout à l'heure que les jeunes ne comprennent certainement pas le sens ou l'intérêt de mailler le pays d'infrastructures routières. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Est-ce que vous ne comprenez vraiment pas le sens des infrastructures? Non, merci. Cette question nous permet de nuancer. Il dit vrai, mais on va devoir nuancer. Déjà, grâce aujourd'hui à la gouvernance intergénérationnelle, je peux être une émission avec un papa, le professeur Lefroba, qui était ministre pendant que je devais avoir 1 année ou 9 mois. C'est grâce à la gouvernance intergénérationnelle qui est une réalité au Congo, grâce au président Denis Sassou Nguesso, garant de la gouvernance intergénérationnelle. Je nuance ce qui est dit tout simplement pour dire que nos jeunes, nous interrogeons aussi l'histoire à travers nos aînés, à travers nos papas. Et au contraire, nous devons comprendre le sens de tout ce qui est fait. Parce que si la jeunesse ne comprend pas le sens de ce qui est fait, alors ce qui est fait pour rien. Il a dit, je crois, dans la suite de ses propos, qu'il s'agit là aussi de transmettre l'histoire. Il faut que les jeunes, c'est vrai que nous jeunes, un jeune né dans les années 90 ou 2000 n'a pas la même perception que
que celui qui est né dans les années 70 ou 60 où il n'y avait pas de route, il n'y avait quasiment pas d'hôpitaux. Il n'a pas la même perception, c'est vrai. Mais il est de nos devoirs de toujours interroger l'histoire parce que, vous savez, si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait même pas où l'on est. Et là où on va. Et là où on va. Donc, voilà pourquoi nous interrogeons l'histoire de temps en temps. Et il est du devoir des aînés, il est du devoir des pouvoirs publics de rappeler. Il faut souvent ressasser parce que, vous savez, madame, la mémoire est fugace. Et la mémoire étant fugace, il faut rappeler ce qui fut fait et ce qui se fait. C'est en ce moment que la jeune génération comprendra que finalement, on vient de loin. Dans tous les cas, un pays ne se construit pas en un jour. C'est avec le temps. Et c'est à juste titre que nous allons saluer ces efforts du président. Vous savez, les routes, les personnes les plus dynamiques aujourd'hui sont des jeunes. Les jeunes, avec l'intégration régionale, il peut facilement quitter Brazzaville pour aller travailler à Libreville. Il peut quitter Libreville pour venir travailler à Brazzaville ou à Pointe-Noire. C'est cela que concourent un peu les ouvrages que le président est en train de mettre à notre disposition. Ces ouvrages sont là pour être mis à la disposition des jeunes. Donc les grands bénéficiaires, à la limite, ce sont les jeunes. Il n'y a rien d'autre. L'avenir du pays. Permettez que la nuance elle est importante à relever. En le disant, je ne crois pas que les jeunes ne comprennent pas l'intérêt, je voudrais dire d'expérience, puisque précisément, je n'ai pas le verbe d'expérience du verbe, mais j'ai le verbe de l'expérience. Ce qui me pousse à dire qu'au cours de beaucoup de rencontres, il me semble en 92, quand nous étions avec Mme Alice Badiangana à un meeting à Kinkala, on parlait des routes aux jeunes en 92, je dis bien en 92. Les jeunes, certains disaient qu'on ne va pas manger la route. J'ai encore entendu, ce n'est pas simplement les jeunes, hein, même des personnes d'un certain âge. Enfin, je pense que c'est comme une hérésie collective née d'une ambiance de mépris de l'histoire et de la connaissance du mal qu'on subit. Dire ça au Congo, qu'on ne va pas manger les routes. Moi, je mets ça sur le compte vous savez que l'ignorant n'est pas libre. Donc, j'insistais pour que vous interrogez. Vous savez que quand vous allez à Rome, pas loin de Vatican, on vous montre le pont de pierre, le premier pont qui a été construit au XIe siècle. C'est pourquoi j'insistais sur la nécessité de faire un musée de la route. Parce que pour ma génération, j'insiste, pour ma génération, c'est une grande conquête. Et je pense que en étant fier d'appartenir à cette génération qui a fait l'unité physique du pays par la route, j'insiste beaucoup, c'est une avancée parce qu'il était impossible de quitter Pointe-Noire jusqu'à Soanké le même jour. On peut le dire avec tant de mots, mais vous savez que le progrès, quand vous réalisez quelque chose, la même personne qui pouvait se contenter d'une culotte, dès que vous lui donnez la veste, le costume, il cherche pas plus le costume, mais la marque du costume. Aujourd'hui, les populations devenues plus instruites deviennent plus exigeantes. Mais le fait de dire que nous ne mangeons pas la route procède d'un manque d'éducation de la part des dirigeants pour comprendre l'intérêt, parce que, en fait, réellement, ils ont raison. Si la route, c'est pour prendre sa voiture, aller à l'infini et revenir, sans savoir que quand je vais produire, ça va arriver rapidement à Brazzaville sans que les produits ne pourrissent, là, c'est un autre niveau. C'est pourquoi nous insistons, parce que nous participons, nous étions au XXe siècle, on est au XXIe siècle, on a maillé le Congo du nord au sud. Certainement, on aura, parce que vous savez, tant qu'il n'y aura pas de route, vous ne saurez même pas que Mayoko, sur le plan de la géographie, est presque au nord-ouest. C'est le même niveau que Mpouya. Alors, professeur, à ce sujet, je profite de cette occasion, puisque vous avez ouvert la brèche, c'est vrai. Il se pose un problème entre vous, qui avez vécu la réalité du pays hier, et la jeunesse aujourd'hui, qui profite réellement de ces routes et qui ont d'autres besoins. Mais entre-temps, Président, la réalité a démontré que le chef de l'État est accro
trop à la construction depuis le plan quinquennal. Et il s'est lancé dans la construction des routes jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on voit toutes ces infrastructures, alors ça nous pousse à nous interroger comment les rentabiliser. Est-ce possible de les rentabiliser? Parce que voyager, prendre une voiture pour Ngabé, ainsi de suite, Berouillot, ça ne serait pas une façon de rentabiliser. Parce qu'il construit des routes pour le développement, vous avez dit. Qui doit rentabiliser? Écoutez, nous avons été amenés à suivre les politiques d'ajustement structurel qui ont déstructuré notre manière de voir le développement. On ne peut pas, dans des pays qui sont en train de rechercher leur développement par des moyens propres, mettre tout en disant l'économie libérale absolument. Ça me paraît être une faute. Tant que vous n'aurez pas organisé les paysans, parce que nos paysans n'ont pas le même niveau d'éducation que les paysans européens, ils ne travaillent pas avec les mêmes outils. Cette production parcellaire, solitaire, ne peut pas rendre rentable les routes. Mais les mêmes populations disaient avant, je m'en souviens, il y a une trentaine d'années, même un peu plus, que nous produisons, mais il n'y a pas de route. Aujourd'hui, j'insiste, aujourd'hui, le président, je pense qu'il a résolu un problème de sa propre vision et de la charge qu'il a eue pendant longtemps. Vous voulez dire un point fondamental? Non seulement fondamental, mais personnel. Parce qu'il n'y aura plus la rengaine de dire, nous produisons, il n'y a pas de route. Et il faut maintenant des bretelles, d'aller de Brazzaville à Ngabé, c'est des zones. Mais on peut le faire autrement. Aujourd'hui, sans production, votre raisonnement est pertinent. Sinon, ça serait des routes de luxe. Mais on ne fait le luxe que lorsqu'on a tout fait au plan de l'agriculture. C'est-à-dire que si l'agriculture, les moyens sont là, les produits sont là, on peut industrialiser, mais vous n'allez pas industrialiser 10 fruits. Il y a beaucoup, par exemple, les litchis, mais on peut aujourd'hui produire à grande échelle, mais en coopérative. Vous ne pouvez pas faire autrement. Même mais l'Europe s'est unie à partir de quoi? De l'agriculture, de l'acier, le programme agricole commun de l'Europe. Mais si vous avez des infrastructures qui vous en coûtent des milliards sans rentabilité, regardez, on peut faire du pool une spécialité ou deux spécialités. Les plateaux, les zones de forêt. Mais revenons quand même aux fondamentaux où on avait, dans le CPA, on faisait l'agriculture. Et le ministère du foncier a des réserves de l'État. Oui. Mais c'est le moment de faire des coopératives pour que les gens produisent davantage le cacao, le café. Mais pourquoi on n'en fait plus? On en a toujours besoin. Professeur, vous avez dit tout à l'heure que le paysan congolais n'a pas le même niveau d'éducation que le paysan... Et puis les mêmes éléments de travail, les moyens de production ne sont pas les mêmes, ils sont rudimentaires. Avec la machette, vous allez produire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour les pousser à ce niveau-là? Non, mais je vous ai dit, en 89, avant la conférence nationale, il y avait une organisation paysanne. Le but était que les paysans se regroupent. Aujourd'hui, l'intelligence collective peut nous ramener à dire, aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte. Nous avons des paysans, nous avons l'organisation des femmes, des jeunes, le dialogue social, tout cela, les handicapés. Mais il y a un maillon essentiel de l'économie. Parce que, quelle est la classe sur laquelle l'économie doit s'appuyer? Il faut aller à la classe paysanne, donc l'agriculture. Les ouvriers sont où? Si vous laissez ces masses en dehors de la production de l'économie nationale, vous aurez toujours ces chansons pour dire qu'on souffre, on souffre, on souffre. Or, le travail, la richesse est dans la terre. La richesse est dans la terre. Et nous avons des terres fertiles. On peut même avoir la main-d'œuvre extérieure pour travailler chez nous, mais ce serait même une honte. Quand on ne peut pas, on peut faire venir les éleveurs bororo pour nous apprendre l'élevage, parce que dans certaines zones, il n'y a pas cette tradition. Mais aujourd'hui, le président a réglé, je crois, hein, par rapport à lui-même, il a réglé un compte personnel. Vous me demandez des routes depuis longtemps, mais même aussi pour sa propre vie. Il a souffert aussi comme nous, après eux. Si nous, en 70 ans, on a souffert, mais lui qui est parti
pour Dolisie en 57, pour faire le collège. Mais c'était plus grave. Pire. Et puis, chaque génération, sachez-le, a toujours un problème à résoudre. Absolument. Et je pense que cette génération a réglé le problème. Les Ngambili vont faire peut-être aller au ciel. Effectivement, l'honorable Ngambili, je me tourne vers vous. Vous avez la fraîcheur de la jeunesse. Je sais que vous tenez vraiment l'éclosion de cette Mais la fraîcheur de la jeunesse, c'est la chaleur de la vieillesse. Vous venez de suivre le professeur à ce sujet et je vous ai suivi entre-temps. Vous avez pensé qu'il fallait emmener cette jeunesse à la connaissance de ce qui a été fait, que cette jeunesse rime avec l'histoire pour prendre à bras le corps ce qui a été réalisé. Question, vous qui êtes dans le milieu jeune. Alors, est-ce que le Congo a la possibilité, ou est-il possible de mettre en musique cette jeunesse pour qu'elle puisse prendre conscience et prendre à bras le corps ces infrastructures routières pour produire? Le Congo n'a pas que la possibilité, le Congo est en train de le faire. Vous savez... Votre jeunesse, je veux dire, je parle de notre jeunesse. Vous savez, le professeur l'a dit, on peut partir d'un problème personnel pour régler un problème général. Je dis, j'ai vécu ceci dans ma jeunesse, je ne veux pas que ceux qui viennent après moi vivent les mêmes difficultés. C'est ça la dimension, la grande dimension du chef de l'État. Et les routes, je l'ai dit tout de suite que la route précède même le développement. Vous avez beau faire ce que vous avez à faire, les entreprises, ou faire les champs, mais après, tant qu'il n'y a pas de route pour évacuer les marchandises, il y a un problème. Le président, c'est un visionnaire. Et vous savez, les visionnaires, quand par malheur, ont très tôt raison. Très tôt raison. Quand on fait la route, assurez-vous que cette route, on ne la fait pas pour que les herbes poussent dessus. On fait la route pour rentabiliser. Il s'agit d'une grande dépense publique. Absolument. Forcément. Et donc, dans la vision du chef de l'État, la route est faite. L'équipe gouvernementale, il y en a qui sont chargés de différents secteurs, celui de l'agriculture, celui des PME. Voir comment nous allons rentabiliser les routes. Parce que, bon, il y a eu une grande dépense publique. Comment nous rentabilisons nos routes? Et c'est ce travail qui doit être fait au bénéfice des jeunes. Cela va me permettre... La jeunesse elle-même ne prend pas conscience. La jeunesse, vous savez, la jeunesse, elle est multidimensionnelle. Elle veut faire la politique. La jeunesse, c'est facile. Non, j'arrive. La jeunesse, elle est multidimensionnelle. Autant, le politique. Non, j'arrive. Autant nos papas ont fait de la politique. En travaillant. En travaillant. Autant il y a des jeunes qui font de la politique en travaillant. En travaillant également. Le problème, c'est que à chaque génération... Ils ont choisi un autre secteur. Effectivement. Vous n'allez pas me dire que tous les jeunes Congolais sont politiques, c'est pas vrai. Ceux qui tiennent les entreprises ici, surtout au niveau des PME, ce sont les jeunes. Vous rentrez dans le système informel. Ceux qui font vivre le Congo dans le système informel sont à près de 80% des jeunes. Je vous en prie, honorable, soyons précis. Le président Denis fait des routes depuis toujours. Avant même que cette jeunesse, la plupart, puisse naître. Les routes sont là. Nombreux le soutiennent. Mais ils oublient les infrastructures. Ils le soutiennent en politique, comme vient de dire le professeur. Est-ce qu'il est possible, ma question, d'emmener cette jeunesse vers une réflexion pour rentabiliser ces routes, afin que le patron de ces routes, celui qui a pensé la route, trouve satisfaction, puisque l'avenir appartient à la jeunesse. Votre problème, c'est que là, je vois un a priori. Comment faire? J'arrive. Je vois un a priori. Non, il y a vous dites que les jeunes sont politiques. Vous savez, c'est peut-être vous qui surmédiatisez les jeunes politiques. Ah non. Non, j'arrive. Hein. C'est mon opinion. Ils viennent vers. Parce que le jeune politique, lui, son exercice, c'est les médias. Au-delà des jeunes politiques, je dis, traverser ce pays, il y a des jeunes qui sont entrepreneurs. Il y a des jeunes qui font vivre les Congolais. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le secteur informel, ce qui tient le secteur informel dans ce pays, ce sont les jeunes. Eux, le secteur informel, c'est un secteur important qui tient notre économie. Donc, on ne peut pas résumer une partie de la jeunesse qu'à celle qui fait de la politique. Autant nous avons les jeunes de voir la politique parce que ils veulent faire de la politique, autant nous avons des jeunes qui sont dans le monde culturel. La plupart des artistes sont jeunes. Autant nous avons des jeunes entrepreneurs. Moi, j'en connais plein. Chefs d'entreprise, jeunes Congolais. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque un gros bayou part de la Centrafrique, et bien du Cameroun, je n'en veux pas, hein, je ne les en veux pas, traverse
toute la partie nord du pays avec de la marchandise à livrer ici. Et quand vous vérifiez, c'est pour un jeune. Est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience au niveau de la jeunesse, surtout que la jeunesse est à la quête de l'emploi? Vous savez, les moyens sont là. Donc moi, mon souci, c'est celui-là. Moi, je souhaiterais que vous posiez le problème peut-être en termes de société et non en termes de jeunes, de jeunesse. Parce qu'il y a aussi certains de nos papas ou d'une autre génération qui n'ont pas forcément entrepris. Vous savez... vous êtes toujours en train de vous comparer à la Non, on ne se compare pas. Oui. On ne se compare pas. Moi, je veux tout simplement qu'on parle de société. Nous sommes surtout sur des sociétés francophones, avec le poids de la colonisation. Quand le colon est parti, nous sommes restés dans l'administration. Ouais. Et le plus grand corollaire de l'administration, c'est la politique. C'est bon. Voyez-vous, c'est un problème de société, ce n'est pas une affaire de jeunes. Voilà. Et donc, à ce niveau, il s'agit tout simplement de voir, c'est ce qui se fait, renverser la vapeur. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes entrepreneurs que hier. Si vous prenez les statistiques, aujourd'hui, il y a plus de jeunes entrepreneurs que hier. Les jeunes aujourd'hui ont compris que je peux travailler pour mon propre compte. Je peux créer mon emploi au lieu d'attendre l'emploi de l'État. D'ailleurs, le gouvernement le pousse. Vous avez vu, je crois le 12 janvier, si ma mémoire ne me trahit pas, on a lancé le FIGA, le fonds d'impulsion, de garantie, d'accompagnement des entreprises. C'est pour accompagner les PME qui sont tenus la plupart du temps par les jeunes. Et donc le gouvernement, conscient de la situation, vous savez, on arrivera à un moment où la fonction publique ne prendra pas tout le monde. Conscient de la situation du développement économique, parce que on parle depuis longtemps de la diversification de notre économie, mais cette diversification, il faut s'appuyer sur les acteurs privés importants. Vous allez même dans les structures privées, la plupart de ceux qui tiennent ces structures privées, même celles des multinationales, la plupart sont des jeunes. Donc le problème que vous posez, c'est peut-être un problème de société, ce n'est pas un problème d'être jeune ou vieux, mais en cela, le rôle de l'homme politique, le rôle des hommes d'État, c'est de renverser la vapeur, de faire comprendre aux jeunes qu'il y a l'avenir à gauche, il y a l'avenir à droite, il y a l'avenir au centre, et chacun fait son choix. On ne peut pas tous devenir entrepreneurs dans ce pays, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous devenir politiciens, on ne peut pas tous devenir musiciens, on ne peut pas tous devenir journalistes. Et pour cela, vous savez, je reviendrai peut-être vers la fin, nous avons rédigé un ouvrage intitulé « Denis Sassou Nguesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle ». Dans ce pays, dans toutes les institutions, vous trouvez les gens de toutes les générations, jeunes comme vieux, dans toutes les institutions. Vous trouvez jeunes et vieux composant ensemble pour le développement de ce pays. Et à l'occasion de cette rédaction, nous avons réuni des jeunes venus de divers horizons, chacun dans un secteur donné, pour rendre hommage au président de la République par rapport à tout ce qui est fait, chacun tenant compte de son domaine. Mais vous parlez des jeunes en politique, mais lesquels font le sport? Ceux qui font le sport sont des jeunes, ceux qui nous ramènent les médailles olympiques sont des jeunes. Vous êtes à la défense de la jeunesse. Non, je ne suis pas à la défense de la jeunesse. Vous savez, on est dans un pays où il y a la complémentarité, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de guerre intergénérationnelle ici. Il y a plutôt une gouvernance intergénérationnelle. Pari réussi du président. Donc il faut sauvegarder cela. Je ne peux pas être en guerre avec mon père, il ne peut pas être en guerre avec moi. Moi, au contraire, je dois apprendre de lui. Mais, qui devrait faire le sport, ça c'est pas... Mais non, mais parce qu'on me disait que... Donc ce n'est pas... Non, on me fait comprendre que nous, on n'est que dans la politique. Je suis très heureux que vous ayez cédé pas à cet échange, sinon ça serait un monologue. Je voudrais simplement dire que l'observation générale, vous êtes sur la défensive inutilement, il faut l'engagement, il faut faire la politique, il faut faire l'économie, il faut faire tout. Il est de notoriété publique que ce que vous dites, bon, on n'a pas les statistiques, hein, vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire. À un moment donné, dans la vie, on peut prendre la retraite, même si vous êtes dans le privé. Totalement. Donc, tout appartient à la jeunesse, là, ça a dit. C'est un slogan des pionniers. L'avenir appartient à la jeunesse. Il est reconnu que l'actuelle jeunesse, on voit même les livres que vous avez écrits. Vous parlez de la gouvernance intergénérationnelle. Vous faites le bilan, mais lorsque vous faites les statistiques de ce que vous faites dans les secteurs productifs, parce que le thème aujourd'hui, c'est la route. La route. J'aurais aimé, et puis je ne peux pas être dans votre tête,
C'est-à-dire que s'il y a un engagement, vous ne pouvez pas le prendre sur les plateaux de télévision. Voyez-vous, quand on va d'ici jusqu'à l'Ifini, vous savez que notre population, on peut la loger entre Mindouli et l'Ifini. C'est 4 millions, 5 millions. C'est un quartier de certaines villes africaines. Et lorsqu'on nous laisse les infrastructures, vous aurez encore plus de 60 ans à vivre. Mais je n'aurai pas plus de 60 ans à vivre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous entendez faire de cette terre fertile? C'est ce qu'on vous demande et vous avez tenté de résoudre. Personne ne peut vous condamner de faire la politique. Ce n'est pas vrai parce qu'il n'y aura pas de remplaçant. Je crois que c'est important de rendre hommage, comme vous le dites, de ce qu'il a fait, mais de prendre un engagement que nous allons nous investir dans tel secteur. Exiger même des banques d'investissement, des actions de jeunesse. Honorable, est-ce que vous ne pouvez pas être... Merci beaucoup pour ce compliment. D'ailleurs, vous serez le premier à lire le livre. Nous avons pris des engagements forts. Tous les livres, on ne met jamais en application. C'est le seul livre qui a été mis en application, c'est ceux des comptes. Est-ce que vous ne pouvez pas écrire des livres pour faire des propositions justement sur la manière de rentabiliser la route, comme on l'a dit depuis... Stimuler la jeunesse. Comme on a dit depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous avons, je dis la jeunesse est multidimensionnelle. Hein. Nous avons aussi une société savante au niveau des jeunes. Il y a des jeunes qui réfléchissent. Je prends à l'instar, moi j'ai dirigé le Conseil national de la jeunesse. Chaque fois que nous nous retrouvons à nos assemblées, et ce sont des grands débats et des grandes propositions pour l'épanouissement des jeunes. Vous savez, pour que le FIGA, le fond, voit le jour, il y a eu des propositions qui sont sorties des assemblées des jeunes. Tout ce que vous dites, vous savez, on va pas être là. On n'est pas une jeunesse qui passe son temps à applaudir pour applaudir. Non, il ne faut pas la présenter comme ça. C'est juste que la reconnaissance silencieuse ne servant à personne, quand quelque chose est bien fait, il nous revient parfois de dire oui, là, la chose... L'honnêteté. C'est l'honnêteté intellectuelle d'ailleurs. Et cela ne nous limite pas à applaudir, pas du tout. Nous allons plus loin. Vous allez lire l'ouvrage, nous allons plus loin, nous faisons des propositions. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, il faut que les jeunes s'en approprient. Il faut que les jeunes s'en approprient. Exactement. Quand les jeunes vont s'en approprier, mais les jeunes doivent aller plus loin de ce qui a été fait. Et rassurez-vous, on a une jeunesse assez réfléchie, une jeunesse intelligente. Qui... Oh. Oui, on est comme nos aînés, bien sûr. Ça, c'est l'autoglorification. Non. Mais c'est les députés. Bon, je ne parlais pas de moi, je parlais de la jeunesse. Honorable, s'il vous plaît, on ne va pas faire le procès de la jeunesse. Non, pas du tout. Le souci est patriotique. Parce que c'est comme vous avez dit, on n'a que 7 jeunesses en tout cas. Hier, vous étiez jeune. Hier, le président Denis était jeune. Et quand vous lisez son livre, il retrace sa jeunesse. Et à la fin, vous avez la saisie du type d'homme. Et peut-être par rapport à ça, vous pouvez susciter quelque chose au milieu jeune d'aujourd'hui. Romic, j'aimerais qu'on reparte de l'autre côté de la régie pour suivre l'extrait d'une interview du chef de l'État que nous avons sélectionné. Dans cet extrait, Denis Sassou Nguesso parle des différents ponts ou infrastructures routières réalisées. C'est notre chronique de ce soir. Nous avons vu lors des années 80, nous avons pu réaliser quelques objectifs importants lors de l'exécution du premier plan quinquennal. Et on peut donner quelques repères. Aujourd'hui, si on prend les objectifs du premier plan quinquennal et ceux des moments actuels de paix et de stabilité dans le pays, nous avons construit des ponts, rien que des ponts, sur les routes. Nous avons construit le pont du Djoué, le pont de la Ndjiri, le pont de la Lefini, le pont de la Kéni, le pont de la Como, le pont de la Lima, le pont de la Vouma, le pont du Kouyo,
le pont de la Lobi avant Makwa, le pont sur la Likwala, Mosaka à Makwa, et le pont de la Mambili. Je prends les ponts parce que autour des années 50, quand nous quittions notre village pour venir à Brazzaville et aller à Mbunda, nous avons vu les bacs. Et nous avons vu cette route non bitumée. Et nous étions arrivés de rester 7 jours entre Oyo et Brazzaville, parfois embourbés. Et entre Ngo et Tswali pendant 2 jours, 3 jours. Les jeunes ne réalisent pas cela. Voilà ce que le chef de l'État vient de souligner tout à l'heure. C'est ce que disait le professeur Grégoire Lefoba sur la conscience que les jeunes n'ont toujours pas par rapport à ce qui était la route ou le déplacement d'avant ces années, les déplacements des années antérieures. Se déplacer en tout cas n'était pas du tout chose facile. On voit d'ailleurs que le chef de l'État a vraiment fait de la route, de la construction des routes une priorité depuis sa prise de pouvoir en 1979. C'est peut-être par rapport à ce vécu. On l'a vu depuis le premier plan quinquennal, vous l'avez souligné dès l'entame de notre entretien de 1982 à 86, avec la route Etchoali-Obouya, que les Congolais appellent affectueusement Rayo. Vous qui êtes de l'ancienne génération, vous vous en souvenez. La route Epena-Infondo-Dongou, communément appelée route de la Vasière. Finalement, en vous basant sur ces différentes occurrences, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier ce choix du chef de l'État? D'abord, c'est très bien de faire cet historique. Je me souviens, en 92, les premières élections pluralistes dans ce pays. À l'époque, il y avait des forces de changement qui disaient qu'il n'y avait pas de route et rien n'était fait. Et le président utilisait un oxymore, une antinomie pour dire il roule sur les routes qu'il ne voit pas. Ouais, donc il y a un côté de mauvaise foi. Maintenant, vous me demandez la philosophie. Et votre collègue a bien dit que dans chaque vécu, il y a la recension de sa propre histoire. Et en prenant ce problème à bras le corps, je crois qu'il est en harmonie avec ce qu'il a vécu. Il ne faut jamais subir la souffrance que soi-même on a eue à une génération qui va vous succéder. Je crois que c'est le sens. Le deuxième moment, c'est que vous me parlez d'une zone très difficile. Je ne crois pas que c'est un slogan quand on l'a surnommé le vainqueur de la Vasière. Je suis originaire d'une zone de forêt. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Itumbi, vous pouvez faire jusqu'à Brazzaville. Mais revenons à ce que vous avez dit. Même si tout le pays n'a pas encore de route goudronnée, voyez-vous, vous me dites la génération ancienne, vous me séparez de vous presque de 50 ans, ce qui n'est pas juste d'ailleurs. Je pense, regardez, vous pouvez quitter Pointe-Noire jusqu'à Infondo en passant par Ouesso. Et je pense, le sens de votre question, c'est de dire, est-ce qu'au lieu de passer par l'Assemblée, certainement, pour avoir une loi de programmation nationale sur des problèmes d'intérêt global, que dans 15 ans, on doit goudronner de Ouesso jusqu'à Infondo. Quel que soit le gouvernement qui viendra, parce que ça sera sur un référendum, parce que les majorités ne peuvent pas être au-dessus d'une décision référendaire. Donc, je ne peux pas gloser davantage sur cela. Je pense, c'est mon ami Bovi qui disait, la manière de dire, c'est de faire. Je pense que là, ni vous ni moi, personne n'a intérêt même à commenter ce qui est fait parce qu'on voit. Malheureusement, il y a 29 ans,
Il y avait déjà quelques routes qui étaient faites, mais les gens disaient qu'ils ne voyaient pas les routes. Et le président actuel, à l'époque, il disait il circule sur les routes qu'il ne voit pas. Un oxymore est très intéressant. Je crois que la philosophie, c'est de faire comme tout le monde a dit ici, on reconnaît. Si nous ne produisons pas, et votre collègue l'a dit justement d'ailleurs, mais ces routes, ça sera du gâchis, des milliards pour rien. Parce que aussi, il faut reconnaître que nous sommes tombés dans une ère de paresse généralisée, je ne sais pas par quelle hérédité. Alors que quand les Congolais sont ailleurs, je parle des pays voisins, je ne veux pas les nommer, les Congolais sont très travailleurs. Est-ce que c'est le venin de la politique populiste qui a fait que bon, les paysans attendent, quand on arrive aux élections, on donne l'argent, mais c'est un virus dangereux. Or, nous avons un peuple travailleur. Maintenant, il faut le motiver. J'ai dit tout à l'heure, cette proposition vaudra des critiques ou une approbation, je préfère le dire. Il faut une organisation paysanne pour stimuler les gens à la production. Sinon, nous serons complètement extravertis parce que la philosophie du plan quinquennal, l'actuel secrétaire général du parti était ministre du plan, c'était la conquête de l'espace et éviter l'extraversion de l'économie. Or, sur 1000 francs que vous recevez, 60 francs vont à l'extérieur. On a fait des plans de l'agriculture pour qu'on s'alimente nous-mêmes, à partir des marchés locaux d'intégration. Parce que si vous voyez, quand vous avez dans votre salaire 50 000 francs, qu'est-ce que vous avez de l'économie nationale, en dehors du Moukalou, qui est produit dans un coin du Congo A, qui va jusqu'à Pointe-Noire? Quel est l'autre produit que nous avons ici pour notre alimentation? Tous les produits, on mange les congelés, mais c'est une honte. Nous avons une côte de près de 240 km, nous avons des forêts jouvoyantes, nous avons des terres fertiles. On ne doit pas continuer parce que tout notre argent va à l'extérieur au moyen de ces importations. Et donc, je pense, moi je crois qu'il a résolu individuellement, parce qu'il ne peut pas être président du Congo toute la vie. Mais quel est le problème qu'il a voulu résoudre? L'a-t-il dit? Oui, au moyen du plan quinquennal. Le dit-il aujourd'hui, au moyen de ce qu'il a réalisé jusqu'à ça. Mais c'est à nous d'être fiers, d'être orgueilleux, de faire de telle sorte que ces routes... Mais quand un véhicule quitte Yaoundé avec les Matungulu, jusqu'à Brazzaville, mais est-ce qu'on n'a pas une fierté supérieure, un orgueil supérieur pour dire que la même forêt qui va jusqu'à Yaoundé, c'est la même forêt qui commence dans le Mayombe jusqu'à... Donc on peut produire la même chose. Maintenant, le challenge est de notre côté, des citoyens libres, comme disait écrivain Rousseau. Tant que les citoyens ne produisent pas, leur liberté est aléatoire. Et la liberté ne s'acquiert que par le travail. Ce n'est pas les emplois comme on entend dire. L'emploi, c'est rien. Le travail est une invention de l'homme. L'emploi, c'est une indexation au travail qu'on fait. Le travail qui est fait en Sibérie, ce n'est pas le même ici. Là-bas, ils enlèvent la neige. Est-ce qu'on a la neige ici? Donc, il faut inventer le travail. Si vous inventez le travail, vous allez créer des emplois. Et tout le monde aura de quoi s'occuper. Oui, professeur, je reviens sur cet aspect que vous venez de répondre en partie, parce que je travaille là-dessus. Et c'est devenu comme un leitmotiv, je dis, mais en milieu politique. Votre parole a de l'épaisseur, professeur, quand vous dites des choses, quand vous débitez des choses ici. Vous savez bien qu'au Congo, je le répète, je le réitère, Denis Sassou Nguesso a beaucoup construit, il a beaucoup fait, de 1979 jusqu'à aujourd'hui avec le plan quinquennal. D'où vient que, vous avez survolé, dites-moi ça, d'où vient que il y a certains Congolais qui sont restés dubitatifs. Le président lui-même l'avait dit, vous venez de le citer là, clairement, qu'il roule sur la route, il ne la voit pas. D'où vient ce fait? Parce que lorsque les gens lui disent, ça affecte le mental général, la conscience nationale. D'où vient cela? Non, le Congolais, vous pouvez être premier en classe. On a proclamé. Quand il sort de la classe, il dit qu'au sérieux, il n'est pas premier. Donc ce n'est pas, il ne faut même pas vous en prendre à ça, hein, c'est la nature humaine. Mais nous sommes des Bantous.
les Bantous ont un horizon très fermé à cause de la forêt. Hein? Donc, ce qui est vérité, ils ne voient pas. Vous voyez, la définition que l'éditorialiste de tout à l'heure, M. Ndele, a décrit, il a bien décrit la vérité. Hein? Vraiment pathétique. Voilà. La science, c'est quoi? L'objet de la science, c'est maîtriser, contrôler, posséder et dominer la nature. Or, le Congolais, il sait que tu le domines, mais il ne peut pas accepter. Donc, je crois que même lui-même, je ne crois pas, la seule fois où il a parlé de ce qu'il a pu faire, c'est le pont, parce que ça l'a beaucoup marqué. Je ne crois pas qu'il a une pudeur, je crois, de sa jeunesse, hein, de la notabilité dont il tire sa substance philosophique. Il est très malsain, mais le rôle du président, c'est faire ce qu'il doit faire. Maintenant, votre rôle, c'est d'accompagner cela. Maintenant, si vous refusez par témérité, mais c'est la ruine de votre esprit. Parce que les Mbamou Palace, on les voit, non? Bon, vous pouvez aller d'ici à Pointe-Noire, on peut voir. Donc, ce n'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est de surpasser les états d'âme, les petites frustrations de chacun de nous. Mais c'est normal aussi que les Congolais ne doivent pas tout accepter. En groupe, nous ne sommes pas un bétail pour accepter tout en groupe. Donc, il y en a qui sont d'accord, mais la majorité est d'accord. La majorité est d'accord. Il y a une minorité réfractaire. Il y a une minorité réfractaire. On ne peut pas décider d'avoir l'unanimisme. Je crois que ce n'est pas un problème. C'est un problème fondamentalement résiduel. Donc, il n'est pas, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est un épiphénomène. L'essentiel, puisque vous insistez sur cela, je pense que vous êtes intéressé. Mais vous voyez, les pays du Sahel, dans la savane, c'est plus facile de faire des routes. Oui. Même si la route est mauvaise, vous pouvez bifurquer. C'est comme de Kinkala jusqu'à Gamboma. Bon, mais si vous avez des zones de forêt, c'est impossible. Mais la grande préoccupation du chef de l'État actuel, c'était de faire que ces zones soient désenclavées. Absolument. Mais le désenclavement, j'insiste beaucoup, comme le député l'a dit tout à l'heure, c'est pour le bien de tout le monde. Et le progrès exigeant. Dès que vous avez obtenu quelque chose, on cherche autre chose. C'est pourquoi j'ai fait comme une espèce de boutade, de dire, notre génération a fait les routes, la génération d'Engambeli, ils vont aller peut-être dans l'espace. Ah oui, parce que si vous n'avez pas d'ambition, ça sert à quoi? On ne peut pas faire les routes toutes les fois. Donc, on a fait, il faut les maintenir. Déjà même à Brazzaville, il faut même revenir à Brazzaville. Vous voyez les Congolais. Donc, dès qu'il a la saleté dans la poubelle, là, il va jeter dans la rue le goudron. Le goudron n'aime pas l'eau. Et le goudron de l'Afrique centrale, les zones pluvieuses, on peut peut-être comparer au Brésil, puisque nous avons le même climat. Mais à Brazzaville, les saletés, on jette dans la rue. Il faut accompagner les infrastructures parce que nous n'avons que 4 villes. Vous pouvez quitter Kélé jusqu'à Brazzaville, il n'y a pas de ville. Donc les citoyens apprennent à être en ville à Brazzaville. Sauf peut-être un peu là, au nord, il n'y a qu'une seule ville. Alors, donc il faut une nouvelle citoyenneté, un nouveau rapport à l'urbanité. Or, nous ne l'avons pas. Mais cela passe par l'éducation. Ce n'est pas celui qui a fait les routes qui doit vous dire de ne pas jeter l'eau au goudron. Il faut même la police de l'hygiène urbaine. Parce que c'est grave. Les caniveaux, c'est le dépotoir de tout ce qu'on doit avoir. Oui. Mais on ne peut pas. Mais ça n'est même pas un comportement citoyen. C'est un comportement de vivre à Kélé ou à Etumbi ou à Soanké. Oui. Alors, honorable, ce comportement de ne pas voir ce que l'homme fait, n'est-ce pas un comportement certainement politique? Bon, le professeur l'a si bien dit. Vous savez, quand on est en démocratie, démocratie, c'est la pluralité des partis politiques. Et il arrive que certains fassent de la politique politicienne. Tout ce que le président fait, même quand c'est bon, pour lui, ce n'est jamais bon. Même quand c'est visible, pour lui, c'est invisible. Ils font de la politique politicienne. Parce que, bon, ils doivent aussi vendre même du vent ou de l'air. Et aussi l'autre aspect,
celui de la mauvaise foi qui a été soulevé, qui peut bel et bien rejoindre celui de ceux qui font de la politique politicienne. Mais le professeur a soulevé un point important, celui qui est quand même de l'éducation à l'environnement. Parce que quand l'État, à travers le chef de l'État, le gouvernement et tout ce qui va avec, met en place des infrastructures, et c'est à vous et nous de les tenir. On peut bel et bien construire un goudron. Si chaque matin, je viens renverser de l'eau, ou qu'on voyait parfois les bacs à Verda, au-delà de ce qu'on met, il y a des ajouts. Chacun vient ajouter. Bon. Et si au bout de 2-3 jours, ce n'est pas pris, vous voyez ce que ça crée. Et tout de suite, les routes se dégradent. Sans oublier que dans une route, quand vous investissez 1 milliard pour faire une route, il faut apprêter 2 milliards pour l'entretien. Il faut les entretenir. Donc moi, je pense que dans le cas de l'appropriation de ce qui se fait dans notre pays, de toutes ces choses louables, il sera de bonne loi que les citoyens congolais, que les populations congolaises, que nous soyons jaloux de ce qui est fait pour nous. Parce que c'est fait pour nous, la route, tous nous passons, que tu sois opposant ou de la majorité, tu passes sur la même route, ça te sert. Quand on a construit l'amphithéâtre à la fac des sciences économiques de droit, que tu sois fils d'opposant ou du pouvoir, tous on prend les cours au même endroit. Il faudrait qu'on ramène tout. On va parler de la nouvelle citoyenneté. Il faut renforcer l'éducation. D'ailleurs, le président attache du prix à l'éducation civique. Vous voyez qu'on a tout un ministère dénommé du ministère de l'éducation civique. C'est vrai que c'est lié à la jeunesse parce que bon, c'est là qu'il faut faire de la morale, faire de l'éducation civique pour que... moi, je disais à quelqu'un, quand vous allez en Europe, ce n'est pas toujours bobo, c'est plus propre. Parce qu'on balaye souvent, parce que c'est propre, parce qu'on ne dépose pas, c'est propre. La saleté fait que ce qui devait être propre ne le soit plus. Et malgré tout ce qui sera fait, ça va être un plan. Et cela ne doit pas plomber. Voilà pourquoi nous avons ce devoir de tenir de la meilleure manière ce qui se fait. Mais j'aimerais quand même ajouter une chose importante. Le professeur l'a dit, tout ce que le président fait est visible. Vous allez me permettre de... Parce qu'il s'agit des chiffres, je vais quand même prendre mes notes. Vous savez, le président, quand il arrive aux affaires en 1979, il trouve 9 lycées au total. 9 lycées. Pour les porter aujourd'hui à 57, dont 6 construits en 92 et 97. Et aujourd'hui, on constate bien que la différence se définit également en termes de la qualité de ces infrastructures. En 1979 toujours, le président crée dès 1980 44 nouveaux collèges d'enseignement général pour épargner aux enfants de longs parcours chaque semaine. Aujourd'hui, nous comptons 456 collèges publics, alors que nous n'en avions aucun dans la période coloniale. Concernant les préscolaires, aujourd'hui, nous en comptons 186, pendant que, quand le colon est parti, nous n'avons aucun centre préscolaire. Et 2061 écoles primaires publiques en toute la République. C'est là où je disais, le président, tout ce qu'il fait, il met l'homme au centre, à double dimension, la dimension matérielle et immatérielle. Vous voyez aujourd'hui, l'un des problèmes qui, d'ailleurs, a traversé les générations, c'est celui des tables bancs dans nos écoles. Ça a traversé les générations. Niveau également. Voilà, ça a traversé les générations. Mais à ce jour, ce n'est pas le ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui viendra me démentir. Ce problème est réglé. Ce problème est réglé à près de 90%. Sinon 99%. Tout simplement parce que le président a à cœur le problème de l'homme. Il faut que l'homme puisse s'instruire, il faut qu'il ait une éducation de qualité. Et l'éducation de qualité demande aussi des conditions de qualité. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Par rapport à ces Congolais qui ne voient pas, pour reprendre l'expression du professeur Grégoire Lefoba qui a dit... C'est l'expression en 90, en 92, en campagne électorale, c'est la réponse par un oxymore de cette qualité qui circule sur les routes, mais il ne les voit pas. Je ne vais pas dire à qui il répondait, c'est faire parler l'histoire à reculant, mais je préfère m'arrêter là. Donc, vous avez répété tout à l'heure
Moi, je parle plutôt de votre expression de tout à l'heure. Vous avez dit que certains Congolais ne voient pas parce que leur mémoire serait floutée par la forêt équatoriale. Peut-être que cette réaction, voilà, peut-être que cette réaction serait dû susciter, cette réaction est peut-être suscitée par le fait que la qualité de ces infrastructures parfois ne répondent pas ou à leur non-usage, non? Bon, j'aurais peut-être la légitimité de parler de cette question, mais je n'ai pas la compétence souhaitée. Mais je vais quand même, par mon argumentation, solliciter une autorité dans la réponse à cette question. C'est-à-dire que je crois que vous posez le problème de la qualité. La qualité. Bon, moi je vous ai parlé du Brésil. Le Brésil, quand vous voyez la carte de géographie, les pays de l'Amérique latine, c'est la séparation des continents. C'est à peu près la même production agricole, le même temps. Est-ce que les mêmes routes construites par les Brésiliens se détériorent en peu de temps? C'est ça la première question. La deuxième question, est-ce que lorsqu'on fait ces routes, le contrôle avant de les prendre est bien fait? Moi, je crois que je n'ai pas assez de compétences, mais il me semble qu'il suffit d'aller au Burkina, dans les pays du Sahel là-bas, pour voir, parce qu'ils sont dans la savane. Mais nous avons aussi la savane ici. Mais je suis d'avis que vous, je ne comprends pas que, quelquefois, une route qui est faite, une année après, ça se détériore. Et le député, je ne peux pas dire le jeune parce qu'il a une fonction d'État, le député l'a dit tout à l'heure, quand vous considérez une route à 1 milliard, il faut prévoir 2 milliards pour réparer. Mais on repart après combien d'années? Il faut quand même une durée de vie. Je parle pour entretenir. Pour entretenir, oui. Pour entretenir. Dans l'entretien, on peut réparer aussi. Donc, c'est des mots qui se suivent. Bon, la question est pour moi difficile. Tout le monde constate. Mais on peut dire, est-ce que la malfaçon, c'est les entreprises qui font ça? Ou bien ceux qui sont les maîtres d'ouvrage qui ne savent pas contrôler? C'est une question technique. C'est une question technique, en tout cas, mais j'ai la faiblesse de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ceux qui construisent les routes et ceux qui les commandent. Ce n'est pas tout le gouvernement qui s'occupe des routes. Le gouvernement, c'est une mission, comme le jeune l'a dit. Il y en a qui sont en mission pour la... Ce n'est pas un titre. Quand on vous nomme ministre de ceci, vous êtes en mission. Quelles sont les missions qu'on vous a données? Si votre mission pour les routes, c'est ceci, vous devez accomplir. On vous juge, on vous évalue en fonction de cela. Mais j'ai l'impression que, par exemple, les routes qui sont construites entre Makwa et Ouesso, là. Bon, maintenant, après Ouesso, la route régionale, j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, c'est coupé. Bon, je n'ai pas vraiment... J'avoue avoir la faiblesse de ne pas comprendre comment ça s'est passé. Le président était là-bas en 2015, non? Bon, cette route était inaugurée. Donc en 5 ans, est-ce que les routes du Gabon se cassent au bout de 5 ans? Est-ce que les routes du Brésil se cassent de Panama? Donc c'est des questions à poser. Je n'ai pas la compétence nécessaire. Vous voulez dire quelque chose là-dessus, honorable? Non, je tout simplement dire comparaison n'est pas raison. Moi, ce sont des questions, le professeur l'a dit, c'est assez technique. Ceux qui sont à l'ouvrage pour ces routes-là vous donneront certainement des réponses plus techniques pour une meilleure compréhension. Mais ce que nous retenons, c'est que il y a une grande volonté, il y a une volonté titanesque de construire ce pays dans tous les domaines. Et c'est ce que nous soulevons et ce que nous comprenons. Et comme je l'ai dit tantôt, à nous de savoir accompagner tout cela. Mais non, il faut, comme l'a dit le professeur, faire les choses dans la durabilité, dans le temps. Et c'est important. Voilà. Nonobstant donc la catégorie de personnes qui ne voient en ces projets de construction d'infrastructures routières aucun grand intérêt, d'autres Congolais semblent l'avoir compris. Je vous propose de suivre ces réactions. Pour le Congo, pour le pays, oui, c'est bon. Ça permet au pays d'aller de l'avant. Mais pas seulement là-bas, hein.
Là, il n'y a plus rien. Hein. Au nord, il n'y a plus rien. Hein. Tout est cassé là. Pas seulement là-bas. Qu'on fasse aussi au nord. La même chose qu'il fait au sud, qu'on le fasse au nord. Le pont est un facteur de développement. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le président aujourd'hui inaugure le pont, c'est une bonne chose pour la population du Niari et bien d'autres d'ailleurs. Ce n'est pas seulement les gens du Niari qui traversent sur ce pont. Le Niari fait partie du pays, du Congo. C'est une bonne chose pour la population. Il y aura une route pour que les gens puissent circuler en bonne forme. C'est une bonne chose. Dans le temps, comme il n'y avait pas le pont, les gens ne pouvaient pas passer. Ils avaient des difficultés pour transporter leurs aliments. Mais maintenant qu'il y a le pont, je crois que même les camions, n'importe qui peut maintenant passer dessus et peut amener même quelque chose en ville ou dans le secteur pour vendre. On y arrive, il y a beaucoup de choses qu'on plante là-bas. Il y a l'igname, il y a la banane surtout. Beaucoup de choses. Hein. Si les gens pouvaient évoluer l'agriculture là-bas, ça devait être bon parce que c'est une terre vraiment qui est favorable à l'agriculture. Ça va nous servir, nous les Congolais. Mais moi, je n'ai jamais parti là-bas. Je ne connais pas comment ça se trouve là-bas. Pardon, vous m'excusez. Mais c'est bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Pour les gens se déplacent facilement. Ça, c'est bien. Merci. Dans le Niari, là-bas, on retrouve le site là où les agriculteurs produisent les choux, les carottes. En allant vers Côte-Kipessi, donc la terre de Dolisie, elle est tellement fertile. Et voilà, nous, les ressortissants de Dolisie, nous soutenons la vision du président de la République pour cette vision. Ce n'est pas une reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso, il a fréquenté à Dolisie. Et aujourd'hui, il le fait par amour de la nation et non par reconnaissance. Parce que tout simplement, il est d'abord congolais. Voilà pourquoi il fait ce genre de geste. C'est un fils du pays qui aime son pays. Ça va pallier à certaines situations déjà. Les gens auront plus de facilité dans les exportations ou importations des produits qu'on consomme communément chez nous. Voilà donc pour ce qui est de la route, nous allons entamer le deuxième volet de notre émission. C'est l'annonce de la candidature du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à l'élection présidentielle de mars prochain. Il s'est prononcé il y a quelques heures à Dolisie. Alors, la majorité présidentielle avait déjà choisi son candidat, qu'elle avait même investi en la personne de Denis Sassou Nguesso. D'autres partis l'ont également fait, ainsi que des associations. Pourquoi le président a fait durer le suspense à ce point? Déjà, quand vous êtes en responsabilité, souvent c'est rare que le président en fonction se déclare avant les candidats qui s'annoncent. Ensuite, en politique, il y a ce qu'on appelle le mystère. Plus l'objet de la convoitise s'éloigne, plus elle est grande. Et puis, je l'ai dit en introduction que la culture traditionnelle, la sienne, quand vous avez atteint un niveau de cosmologie, de notabilité, vous ne devez parler qu'après. Mais parce que le parti, les associations, c'est une minorité du peuple. Mais il faut vous rendre compte que l'ensemble de la population, peut-être pas à 100%, qu'il y a une demande. Et je pense que dans ces conditions, il y a une symbolique très forte. En plus, je peux dire que le fait de l'avoir dit peut-être spontanément, il a dû avoir la synthèse de l'opinion. En plus, qu'est-ce qu'il le fait? Il le fait dans la région dans laquelle il a passé une grande partie de son royaume d'enfance, où, adolescent, il a fait des études. Je crois que c'est un grand symbole. Et nous avons eu ici le colloque sur De Gaulle. Je crois que ça rejoint dialectiquement ce qu'il avait dit en 2000 à la conférence nationale dans le J'assume. C'est un style gaullien. C'est un style gaullien. C'est-à-dire qu'on sort de l'ordinaire pour s'affranchir de certaines agitations. Et il est sorti. Il a écouté le parti politique auquel il appartient, la majorité politique qui le soutient, les associations, mais il se retrouve dans un milieu où ce n'est pas forcément ses partisans qui l'écoutent.
un président de la République n'a pas de partisans. Il a des adeptes qui l'accompagnent. Mais si vous n'avez que des partisans, c'est parti pris. Donc il est, pour être président, vous devez être au-dessus. Il est parti, la population a posé des questions, il a répondu, et là, il y a quasiment du parti. Je pense que c'est un style, d'ailleurs dans un ouvrage que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, il disait qu'il avait cette attitude gaullienne depuis la conférence nationale dans le j'assume, qui nous renvoie au je vous ai compris en Algérie. En Algérie. C'est l'indépendance de l'Algérie. Et le discours de De Gaulle à Conakry, si vous voulez l'indépendance, je vous dis. Mais là, c'est vraiment à la fois une mixture de la culture traditionnelle et des éléments de la civilisation à laquelle il appartient. Je pense qu'il y a un peu de Gaulle dans cela, de se retenir pour ne pas être forcément otage des partis, parce que finalement, le régime des partis est très contraignant. Mais il faut à la fois être dans un parti politique, parce que vous ne pouvez pas faire la politique moderne sans un parti politique. Ensuite, il faut être accompagné, encadré par l'ensemble de la population et le faire dans ces conditions. Pour lui-même, c'est très bien. Il a fait le collège à Dolisie, dans le Niari. Il lance une action qui me plaît beaucoup parce que je suis ici des zones rurales, la route et ses discours, je pense, concourent à comprendre le sens de sa candidature. Et on va voir ce qu'il va dérouler dans les prochains jours comme action à mener s'il est réélu à la tête de notre pays. Sur la même question, avant de vous passer la parole, honorable, nous allons repartir à la régie pour suivre cet extrait de son annonce. En ce jour de travail à Dolisie, dans le département du Niari, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, contre toute attente, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2021. Denis Sassou Nguesso a passé une partie de sa jeunesse à Dolisie, précisément à Mbunda. Voilà pourquoi ce fils du Niari a choisi le district de Kibangu, où il est allé lancer les travaux de construction de la route Dolisie-Kibangu, frontière du Gabon, pour enfin se prononcer sur sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mars prochain, alors que le PCT l'avait désigné candidat au terme de son 5e congrès ordinaire de décembre 2019. En tout cas, Denis Sassou Nguesso n'était pas pressé. Il a juste choisi le bon moment. Les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement placés dans le corner, dans l'angle, et nous disons que oui. Que oui, nous nous portons candidats à l'élection présidentielle de mars. Voilà, Denis Sassou Nguesso vient de mettre fin au suspense. Il est désormais candidat à la présidentielle de mars 2021. Voilà, Denis Sassou Nguesso est candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Honorable Exaucé Ngambili Ibam, de votre regard d'homme politique, qu'est-ce qui justifie le choix du président de Dolisie? Pourquoi avoir choisi Dolisie pour annoncer sa candidature? Est-ce que déjà le président a choisi Dolisie ou, comme l'a même dit, les jeunes et certainement les sages qui ont posé le problème l'ont mis dans un corner, donc à l'angle. Et l'occasion faisant le larron, il utilise cette bretelle pour faire honneur aux sages, aux jeunes, déclarant ainsi sa candidature. Je pense. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce serait été préparé pour aller faire déclaration de candidature là-bas. Sinon, l'événement aurait été dénommé déclaration de candidature. Je crois que c'est l'événement qui a fait que les choses se passent ainsi. Je crois que le président Mobutu disait
Sur Manguier, les banques qui ne sont pas mûres ne tombent pas. Mais face à l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, elles tombent quand même. Le président Denis Sassou Nguesso, vous avez posé une question assez importante. Le Parti congolais du travail, le cité, dès le congrès d'ailleurs, à la publicité. Je vous en prie, pour être plus clair à ce sujet, oui, ce qui nous étonne quand je suis votre développement, et je le dis devant le professeur, on veut comprendre si c'est un fait psychologique, s'il y a un effet psychologique. Parce que, vous allez le dire, le Parti congolais du travail a appelé à sa candidature à la fin du congrès, et nous avons vu l'appel des partis de la majorité, la plébiscité, des associations et de l'investiture de sa candidature. Mais Brazzaville attendait l'homme, le PCT attendait l'homme, d'une manière pressée. Et le président se retrouve à Dolizy. C'est vrai qu'il a ses avis et amours avec Dolizy. Mais comment... Imaginez, quelle lecture psychologique celui qui était en train de répondre, je ne voudrais pas le voler la vedette, simplement pour dire que, imaginez-vous, le 31 décembre 2019, on a demandé qu'il soit candidat. Et qu'en février 2020, qu'ils disent qu'il est candidat. C'est anachronique du point de vue psychologique. Oui, du point de vue psychologique, je vois la grosse machine du PCT, ses alliés, n'a pas pu arracher celui du président. Mais c'est à l'appel d'un ex-combattant, et vous qui avez connu l'homme, quel pouvait être son état? Oui, mais le président, vous savez, le président est très taiseux. Hein, il a discrétion de ses sentiments. Donc, quand vous dites qu'on connaît l'homme, c'est vraiment difficile. Mais vous l'avez rapproché quand même par oui, non, connaître, non, je ne mets pas en doute votre appréciation qui est visiblement réelle. Je veux dire simplement qu'à ce niveau, on ne connaît pas un chef d'État. On peut avoir l'intuition d'imaginer ce qu'il fait. Je pense qu'il a entouré cela d'une certaine démarche simple. Je suis en responsabilité, je n'ai pas à me prononcer très tôt. Et là, nous sommes au 23, à peu près 2 mois. C'est les délais normaux pour se présenter. Et je pense que si c'était choisi, ça veut dire qu'il a bien choisi, parce que la symbolique est très forte. L'image est très forte. Parce que ce n'est pas le parti qui est candidat, c'est lui. C'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Donc le candidat jette le dévolu sur... non, le parti jette le dévolu sur lui, et c'est un homme qui se présente devant le parti. Donc, il y a sa responsabilité intérieure. Et pour symbolique, moi, je trouve que c'est une belle chose qu'il a faite. Il y a une élégance, il y a une esthétique en politique. C'est-à-dire ne pas faire à Brazzaville, où c'est le siège de la politique. Pointe-Noire, c'est le siège de l'économie. Il est dans une zone rurale. Il y a donc une dialectique avec sa vie, son enfance, et le lieu où il proclame, qui est doublement chargé de symbolique, de souvenirs. C'est la région à partir de laquelle il est devenu un homme. Partant de là, moi je trouve que pour acte symbolique, c'en est un. Et c'est une belle image. Mais déjà, le président est un homme de symbole. Et vous allez constater avec moi que ce n'est pas une première. Déjà, en 2009, il a attendu que la société savante par les jeunes, les femmes, les partis politiques, et tout ça pour mettre sa candidature sous le sceau du peuple. C'est une bonne partie de la population qui lui fait la demande, et c'est cette population-là qui va travailler pour qu'il soit réuni. Et c'est surtout dans le cadre de la continuité. Vous verrez qu'en 2016, là encore, le président, toujours dans les symboles, avait choisi un symbole fort et important. À Kintélé, c'était au stade, dans le centre de conférence de Kintélé. C'était un dialogue intergénérationnel entre le président de la République et les jeunes. Moment historique. Je crois que c'est quand même l'un des premiers dialogues de ce type où le président rencontre les jeunes venus de divers horizons, venus de tous les départements, venus de tous les partis politiques, même ceux de l'opposition, organisés par le Conseil national de la jeunesse, dont j'avais la charge à ce moment.
partenariat avec des associations et mouvements de jeunesse, pour que la jeunesse soit totalement représentée. Et donc à cet exercice intellectuel entre le président et les jeunes, à la fin, un jeune, comme toujours, parce qu'il met les jeunes en avant. Vous voyez là, les sages ont parlé, les jeunes n'ont pas dit, mais surtout les jeunes. Le président met les jeunes en avant. Et c'était là pour lui l'occasion de dire, depuis là, quand je reprends vos questions, je ne fais que dire, nous allons. C'est-à-dire le président il compose avec le peuple. Voilà. Je ne suis peut-être pas candidat, nous sommes candidats. Voyez-vous, nous allons. Eh bien, je suis candidat à l'élection présidentielle 2016. Effectivement, ce qui est marquant, c'est peut-être le professeur également qui pourra nous éclairer là-dessus, mais c'est là la qualité du jeune qui a fait le discours avec beaucoup d'élégance et d'éloquence. Je l'ai suivi, a fait un mea culpa, a retracé une histoire triste. Est-ce que ça pouvait avoir cette dualité entre lui et le chef de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas eu un mystère là-dedans pour influencer sur lui? Bon, est-ce que c'est un excès? Le président l'a dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas gloser davantage, parce qu'on peut aller dans tous les sens. Oui. Si le oui, tel qu'il a dit, solennellement prononcé, on lui a arraché ce oui. C'est difficile d'arracher les aveux du président dans ce genre d'exercice. Ça veut dire que le message qui a été délivré a eu son assentiment. Et je ne peux pas me répéter davantage en disant que c'est une belle symbolique. C'est une belle symbolique. Maintenant, vous savez, le président est souvent sensible aux choses bien dites et bien formulées, et surtout quand ces choses ont une raison pour accompagner ce qu'il veut faire d'expérience. Et je pense que c'était le cas aujourd'hui, parce que s'il n'était pas, il n'est pas pris par l'émotion, mais là, il est pris par l'envie de répondre poliment, parce qu'il y a trois sortes de politesse. La politesse de manière, d'esprit, de cœur. Là, c'est à la fois la politesse de manière et celle de cœur. Parce que ce jeune est intervenu avec l'éloquence que vous avez décrite avec beaucoup d'à-propos. Je crois qu'il était normal qu'il réponde en père à une sollicitation d'un enfant. Un enfant, je pense, pour mémoire, nous retiendrons que c'est un bel exercice qu'il a fait à Kibangou aujourd'hui en acceptant. C'est comme le oui solennel qu'on fait à la mairie pour accepter l'autre comme époux, comme épouse. Et donc c'est un engagement solennel qu'il a pris à partir de Kibangou, en disant au peuple congolais que je suis d'accord d'assumer demain, si je suis élu, les fonctions du président de la République pour faire ce que j'ai à faire et ce qui sera approuvé par vous. Voilà, professeur, merci bien de nous avoir répondu. J'annonce donc que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. L'heure de vérité que vous suivrez désormais tous les samedis après notre grande édition de 20h. Merci en tout cas Romy Kokilas d'avoir accepté de co-animer ce premier numéro avec moi. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis donc au revoir et à samedi prochain.